Une mystérieuse disparition. Il ne répondait pas au téléphone. Où était-il? Laisse présager le pire. Bizarrement, je sentais que c'était sérieux. Pas de scène de crime. Je n'ai pas vu de traces de lutte. Aucune piste. Nous cherchions vraiment une aiguille dans une botte de foin. Mais des caméras de surveillance vont mener les enquêteurs sur la voie de la vérité. Le temps jouait contre nous. Attendez, c'est qui? Et on a eu de la chance. Larry Weaver, 66 ans, est parti pour une longue virée à moto, en compagnie d'un de ses plus proches amis, Paul Clark. J'ai retrouvé Larry à Townsend, dans le Tennessee. Et on a pris la route avec 5 autres motards. Puis nous sommes partis dans ce qu'on appelle le triangle du diable, dans les monts Great Smoky. Je reviens, j'ai un appel à passer. Sur la route, il appelle régulièrement celle qui partage sa vie depuis plus de 26 ans, sa femme Gina. J'ai perdu mon premier mari à l'âge de 38 ans. À l'époque, j'ai pensé que ma vie était terminée. J'étais dévastée. Salut bébé, ça va? 2 ans plus tard, j'ai rencontré Larry et mon cœur s'est remis à battre. Larry m'a redonné goût à la vie. Il me faisait du bien et moi je lui faisais du bien aussi. On est instantanément tombés amoureux. Larry était un ange tombé du ciel. On roule doucement. Ne t'inquiète pas. Quand il partait pour se virer avec ses amis, je m'inquiétais toujours un peu, parce que j'ai toujours trouvé la moto dangereuse. Doucement et tu restes prudent. Promis. J'avais confiance en lui. Il était très responsable au guidon de sa moto. Il tenait à m'appeler chaque soir pour me raconter sa journée, pour me rassurer et me dire où il était. C'était son habitude. À plus tard. Je t'aime. Après une semaine de balade, les motards se quittent et Larry reprend la route pour retrouver Gina. Une fois la nuit tombée, Larry prend la décision de faire une pause. Larry m'a appelé de Sikeston pour me dire qu'il s'arrêtait dans un motel. J'étais rassurée qu'il s'arrête parce qu'il lui restait 5 heures de route pour arriver à la maison et je préférais toujours qu'il ne conduise pas de nuit. Fais attention à toi. Je t'aime. Le lendemain, aucune nouvelle de la journée et il ne répondait pas au téléphone. J'ai appelé la police dans la nuit. Agent Dover, j'écoute. À l'aube, j'ai reçu un appel qui provenait du motel Daisy de Sikeston, dans le Missouri. Une habitante du Kansas recherchait son époux qui s'était arrêté à ce motel dans le Missouri 2 jours plus tôt. J'ai directement interrogé le réceptionniste. Je recherche un certain Larry Weaver. Le gérant m'a confirmé que M. Weaver avait pris une chambre. Il m'a donné la clé et je me suis dirigé vers la chambre. Merci. Larry demande une chambre depuis laquelle il peut surveiller sa moto.
J'ai effectué un rapide tour du parking du motel et je n'ai vu aucune moto dans les environs. Madame Weaver a indiqué que jamais son époux n'abandonnerait sa moto. Monsieur Weaver, j'ai toqué à la porte pour m'annoncer. Pas de réponse. Donc j'ai utilisé la clé pour ouvrir la porte. Une fois dans la chambre, j'ai constaté que le lit n'avait pas été utilisé. Pas de signe de lutte. Tout était en ordre. Pas de traces de sang. J'ai remarqué un casque sur la table, des bottes de cuir au pied du lit et un blouson posé sur une chaise. J'ai trouvé un portable, un portefeuille et des vêtements éparpillés sur la table. C'était assez étrange. J'ai aussi trouvé les clés d'une Harley-Davidson. Nous avions donc une clé, mais pas de moto. Ce n'était pas bon signe. Le policier demande au réceptionniste s'il a remarqué quelque chose d'inhabituel après l'arrivée de Larry Weaver. Il n'a rien remarqué d'anormal. Je ne savais pas si la moto avait été volée et M. Weaver enlevé avec. C'était une hypothèse. En tout cas, il avait disparu, c'était évident. L'agent Dover lance l'alerte. Larry Weaver est officiellement porté disparu. L'inspecteur John Nelson arrive au motel pour prendre en charge l'enquête. On a appelé les hôpitaux locaux pour savoir s'ils avaient reçu un accidenté de la route ou une victime de troubles psychiatriques ou d'attaques cardiaques. Bon, écoutez-moi, nous devons retrouver la personne disparue. On se mobilise tous. Il n'y a personne correspondant à la description de Larry Weaver dans les hôpitaux locaux. On tâche d'être vigilant, d'accord? Allez au travail. Madame Weaver? L'agent Dover contacte Madame Weaver. Agent Dover, j'ai voulu la rassurer pour qu'elle garde son calme. Je lui ai indiqué que nos équipes étaient activement à la recherche de son mari. Nous allions le retrouver. Et il n'y avait pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. L'agent Dover m'a rassuré. Mais il m'a dit qu'il ferait tout son possible pour retrouver Larry. Je me trouvais loin et c'était très difficile de ne pas savoir ce qui était arrivé à mon mari. J'étais très inquiète. Je la savais très angoissée, parce que ça ne ressemblait pas du tout à son mari de ne pas donner de nouvelles. Elle m'a répété à plusieurs reprises que lorsqu'on retrouverait la moto, on le retrouverait lui. Avec le téléphone du disparu, l'inspecteur Nelson appelle le dernier numéro composé. Bonjour. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas, mais j'ai quand même répondu. À l'autre bout de la ligne, c'était l'inspecteur Nelson de la police de Sykeston. J'ai été très surpris par cet appel. Il a disparu depuis 3 jours. Il m'a demandé si je savais que Larry avait disparu. J'ai répondu non. Non. Monsieur Clark était inquiet parce qu'il était très proche de Monsieur Weaver. Il m'a dit que ça ne lui ressemblait pas du tout. J'ai indiqué à l'inspecteur que jamais Larry n'enfourcherait sa moto sans ses bottes ni son casque. Ses effets personnels et sa moto ont disparu. L'inspecteur Nelson en déduit que Larry Weaver est probablement en danger. Il faut agir vite. La première chose à faire dans ce genre de cas, c'est rechercher les caméras de surveillance, car elles sont toujours susceptibles d'offrir des indications sur les événements. Larry pouvait très bien être parti faire un tour avec un ami, par exemple.
Nous devions donc trouver des images pour comprendre la situation et obtenir un point de départ. Mais il y a un problème. Dans cet hôtel, il n'y avait aucune caméra. L'enquête débutait mal, car nous ne disposions d'aucune image du disparu. L'inspecteur élargit alors son champ d'action. Nous avons fait le tour du bâtiment à la recherche d'indices pour comprendre ce qui avait pu se passer dans la zone. Monsieur Weaver avait pu être victime d'une attaque cardiaque ou d'une agression. Il avait pu boire et perdre connaissance. Aucun indice intéressant. Mais l'inspecteur Nelson a une idée. Allez voir s'il y a des caméras de surveillance dans ce coin. Il y avait un restaurant en face, donc j'y ai envoyé un de mes hommes. Si l'établissement était équipé de caméras, ces images pourraient nous aider. Les enquêteurs ont de la chance. Une des caméras pointait exactement où il le fallait. C'était la première lueur d'espoir de l'enquête. 36 heures après l'arrivée du disparu à la réception du motel, les enquêteurs de Sikeston découvrent une caméra susceptible de leur fournir une piste. Nous recherchions une bagarre, du mouvement dans le parking. On espérait que cette caméra nous offre des pistes. La vidéo est rembobinée à l'heure d'arrivée de Larry Weaver au motel. Puis les enquêteurs appuient sur lecture. La caméra est pointée vers l'entrée du parking du motel. Mais la moto et la chambre de Larry Weaver se trouvent sur la gauche et n'apparaissent pas à l'écran. On a donc regardé la vidéo, il ne s'y passait strictement rien. Puis, peu avant 3 heures du matin, du mouvement. Attendez, c'est quoi? Rembobiner. On a été intrigués de voir ce véhicule apparaître à l'image au beau milieu de la nuit. À 2h44, un pick-up tractant une remorque entre dans le parking. Le véhicule se dirige vers l'emplacement de la moto. Le pick-up disparaît de l'écran et approche donc du motel. Les enquêteurs continuent le visionnage. Mais aucun autre véhicule n'apparaîtra à l'écran. 14 minutes plus tard, donc à 2h58, il y a eu du mouvement. Nous avons vu le véhicule quitter le parking. Et il roulait bien plus vite qu'au moment de son arrivée. Ce pick-up était un potentiel début de piste. On a ralenti les images pour au moins essayer d'en identifier la marque et de déterminer si quelque chose se trouvait sur la remorque. La remorque semble chargée, mais impossible d'en avoir la certitude du fait de l'obscurité. C'était une première possibilité quant à la moto. Nous avions enfin un début d'idée et de direction à suivre. Mais ces images nous ont également inquiétés parce qu'on n'y voyait pas Larry Weaver. Dans l'espoir d'identifier le véhicule, les enquêteurs visionnent inlassablement les images. Quand le véhicule quitte le parking, il est bien plus difficile à examiner qu'à son entrée. On a rembobiné les images un nombre incalculable de fois pour obtenir le meilleur cliché possible du pick-up. Impossible d'obtenir la plaque d'immatriculation. Les enquêteurs arrivent cependant à une conclusion. Après avoir visionné la vidéo des centaines de fois, nous avons pu déterminer que le véhicule à l'image était un pick-up de couleur noire, ressemblant beaucoup à un Chevrolet Avalanche. Je savais que ces images seraient déterminantes pour la suite de l'enquête.
Mais nous n'avions toujours aucun renseignement sur Larry Weaver. Les enquêteurs doivent retrouver le conducteur du pick-up au plus vite. Nous disposions d'un point de départ pour débuter nos recherches. Il nous restait à trouver une aiguille dans une botte de foin, mais au moins, on savait par où commencer. 3 jours après le signalement de la disparition de Larry Weaver, ses proches s'inquiètent de plus en plus. J'ai demandé à l'inspecteur Nelson s'il préférait que nous ne disions rien ou s'il nous permettait de diffuser l'information sur les réseaux sociaux. Il m'a conseillé de diffuser l'information parce que si nous obtenions des renseignements sur la moto, l'enquête avancerait. J'ai besoin de ton aide. J'ai appelé tous mes amis motards de la région, tous ceux du sud de l'Illinois. Je leur ai demandé si des clubs de motards de la région avaient la réputation de voler des motos. J'essayais de déterminer où pouvait se cacher la moto. La solidarité est en marche. Mes amis se sont passés le mot, et dans la zone de Sikeston, plusieurs collègues motards ont mis en place des systèmes de patrouille pour rechercher la moto. Malgré ces patrouilles, toujours aucune piste concernant Larry Weaver et sa moto. De son côté, Gina Weaver vit dans l'angoisse d'un appel de la police. C'est très dur de garder son calme quand on sait que son mari a probablement été blessé, voire tué par un inconnu. L'angoisse de l'attente est insupportable. J'étais morte d'inquiétude. Je voulais à tout prix retrouver Larry et qu'il revienne à la maison. Chaque minute qui s'écoule diminue les chances de retrouver le véhicule suspect et Larry Weaver. L'enquête a débuté plus de 30 heures après le passage du véhicule suspect au motel. En 30 heures, le véhicule pouvait se trouver n'importe où dans le pays. Ne disposant que de peu d'indices, les enquêteurs passent au peigne fin la chambre de Larry Weaver ainsi que ses effets personnels. Aucun signe de lutte, mais une potentielle piste. Nous avons découvert un reçu dans la chambre. Le ticket de caisse venait d'une station-service située à quelques kilomètres du motel. Larry Weaver aurait fait un plein quelques heures avant sa disparition. Était-il seul? A-t-il été suivi jusqu'au motel? L'inspecteur Nelson se rend à la station-service dans l'espoir qu'elle soit équipée de caméras. Et il a de la chance. Une des caméras pointait vers les pompes. Le reçu nous a permis de déterminer l'heure d'arrivée de M. Weaver à la station-service. Donc, nous avons rembobiné les bandes jusqu'à l'heure indiquée dans l'espoir d'en découvrir un peu plus. Nous savions qu'il avait fait le plein à 17h45. La bande est rembobinée jusqu'à l'heure de la transaction. Un homme au guidon d'une Harley-Davidson s'arrête. Il s'est arrêté à la pompe 3 pour faire le plein. C'est bien Larry Weaver. On a vu M. Weaver s'arrêter à la pompe à essence, descendre de sa moto, s'étirer un peu les jambes et faire le plein de carburant. Les enquêteurs recherchent des comportements suspects à l'image. Il était tout seul. Nous avions de belles images. Il semble tout à fait normal. Rien ne semble le déranger. C'est un type normal qui fait le plein de carburant. Il était seul et rien sur ces images n'a retenu notre attention. Il remonte sur sa moto et quitte les lieux tranquillement.
Les enquêteurs souhaitent vérifier si Larry Weaver a été suivi. Aucun mouvement, personne ne le suit. En quittant la station-service, Larry Weaver a pris la direction du nord. Il y avait forcément des établissements équipés de caméras sur son trajet. Et nous avons découvert sur le chemin une banque dont les guichets automatiques étaient tous équipés de caméras. Les enquêteurs demandent à voir les images de la banque. Rembobiné à 17h55. La bande est rembobinée à l'heure où Larry Weaver a quitté la station-service. Ces caméras s'activent par le mouvement. Si la caméra s'est enclenchée au passage de Larry Weaver, elle pourrait indiquer s'il était suivi. Si Larry Weaver était passé au guichet, les images nous permettraient d'obtenir des renseignements sur la suite des événements. L'attente est interminable. Enfin, la caméra est activée. Vers 18h30, un individu à moto s'arrête au guichet automatique. Est-ce Larry Weaver? Et si oui, est-il suivi? On a étudié de près les images, on les a ralenties et on s'est très vite aperçu que ce n'était pas Larry Weaver. Larry Weaver porte un t-shirt blanc sur les images de la station-service. Or, l'individu filmé au guichet en porte un vert. C'était décevant. Mince. Rien à signaler. Ces images ne mèneront nulle part. Merci pour tout. Une équipe de policiers est lancée à la recherche de toutes les caméras de vidéosurveillance des environs. Le conducteur du pick-up sait probablement ce qui est arrivé à Larry Weaver. Les enquêteurs vont donc tenter de reconstituer son itinéraire. Les images du restaurant nous ont indiqué que le véhicule a pris la Nationale 61 et une bretelle relie la Nationale 60 à la 61 à côté de la station-service. À l'ouest, de l'autre côté de la Nationale, il y a un supermarché. Il est équipé de nombreuses caméras, dont certaines pointent vers le parking et filment une partie de la Nationale se trouvant devant la station-service. Les enquêteurs examinent les images des caméras pointées vers la zone qui les intéresse. Les caméras étant situées à l'extérieur, on voit très distinctement la Nationale sur les images. Les enquêteurs rembobinent les images jusqu'à 2h58. Heure à laquelle le pick-up a quitté le parking du motel. Nous avons vu le pick-up et sa remorque apparaître à l'écran et tourner à droite pour se rendre à l'ouest par la Nationale 60. Le conducteur semble pressé. À cette distance, impossible de relever l'immatriculation du véhicule, ni aucun autre indice. Mais les images permettent d'identifier le véhicule et d'en confirmer le trajet. On a vu le véhicule s'engager sur la Nationale 60. Nous avions un indice et avancions pas à pas. Les enquêteurs vont continuer la traque du véhicule vers l'ouest de Sikeston. À présent, Larry Weaver est porté disparu depuis 4 jours. Allô? On nageait en plein mystère. On ne savait pas quoi penser. En tout cas, j'avais le pressentiment que c'était sérieux. De son côté, l'épouse de Larry Weaver vit un véritable cauchemar. Au début, on garde un peu d'espoir de recevoir de bonnes nouvelles. On se rassure en se disant que tout ira bien. On s'y accroche autant que possible. Puis j'ai pensé avec lucidité, connaissant mon mari et sachant qu'il m'aurait forcément donné des nouvelles, j'en ai déduit qu'il était très probablement mort. Et j'ai dû me résoudre à l'accepter.
Dans le Missouri, les policiers continuent leur quête de caméras de surveillance. On a envoyé nos hommes sur le terrain pour réquisitionner toutes les bandes vidéo des caméras disséminées dans la zone ouest. Notre objectif était de reconstituer le trajet du pick-up. Les enquêteurs vont visionner des heures d'images. Et aucun signe du pick-up, ni de Larry. Mais où est-ce qu'il est? Jusqu'au visionnage d'une bande provenant de la ville de Matthews, à 10 km de Sikeston. Les images ont été filmées par une caméra positionnée sur l'avenue principale. Peu après 3 heures du matin, on voit apparaître des phares à l'extrémité sud de l'artère principale de la ville. Le véhicule passe juste devant la caméra. Les images sont donc d'excellente qualité. C'est bien le véhicule suspect. Il tire une remorque et dessus, nous avons pu voir une moto noire couchée sur le côté. Ces images ont été cruciales à l'enquête parce que nous disposions enfin de clichés exploitables du véhicule, de la remorque, mais aussi de la moto qui confirmait nos intuitions. Les enquêteurs sont convaincus que sur la remorque se trouve la moto de Larry Weaver. Afin de déterminer l'identité du conducteur, la police fait appel à la presse. Nous avons envoyé ces images aux médias locaux et leur avons demandé de les diffuser, dans l'espoir que le véhicule soit rapidement identifié. Cela fait 4 jours que Larry Weaver a disparu, et toujours aucune nouvelle de lui. Sikeston est une zone rurale. Monsieur Weaver avait très bien pu être abandonné par ses agresseurs au milieu des champs. Les enquêteurs changent de braquet. Ils vont rechercher le disparu depuis le ciel. Le département régional de surveillance des autoroutes dispose d'un hélicoptère que nous avons pu utiliser. L'hélicoptère va survoler la zone à plusieurs reprises. Au cours du premier survol, nous avons couvert une zone de 16 km à l'ouest de la ville. Nous avons suivi les routes, passé au crible les champs à la recherche de nouveaux éléments. Nous n'avons rien trouvé. C'était décevant de ne disposer d'aucune piste susceptible de faire avancer l'enquête. L'inspecteur Nelson décide toutefois d'essayer de nouveau. Le 2 juillet, nous avons décidé de survoler la zone une nouvelle fois, en quête de nouveaux éléments. En survolant la zone située au sud-ouest de Sikeston, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Matthews, nous avons repéré quelque chose au milieu d'un champ de coton. À première vue, il s'agit d'un corps. J'ai entendu l'officier Hamlet indiquer à la radio qu'il s'agissait d'un corps. Le cadavre est rapidement identifié. Il s'agit de Larry Weaver. Son cou, ses mains et ses chevilles étaient ligotés. Il présentait des blessures au niveau de la tête. Le corps était allongé sur le côté. Les mains étaient attachées par une corde et une autre corde reliait les chevilles au cou. Son assassin avait enroulé la corde 3 fois autour du cou. Le cadavre était en état de décomposition avancée quand il a été découvert. Regarde le crâne.
Le cadavre présentait des traces de coups et de sang au niveau de la tête. Il avait été violemment frappé à plusieurs reprises. L'enquête a gagné en urgence. Nous ne pouvions laisser le responsable d'un tel acte dans la nature. Les enquêteurs doivent résoudre un homicide pour lequel ils n'ont toujours pas le moindre suspect. L'inspecteur Nelson doit également s'acquitter d'une lourde tâche. J'ai appelé Madame Weaver. Je lui ai dit « Désolé de vous apprendre cette nouvelle. Nous avons retrouvé votre époux et il est décédé. » Ça m'a fait beaucoup de mal d'apprendre que la personne que j'aimais, la personne qui partageait ma vie, était morte, assassinée. On n'est jamais prêt à recevoir une pareille nouvelle. Je me souviens m'y être préparée tant bien que mal, mais je ne l'étais pas. Quand le pire vous est annoncé, vous refusez d'y croire, malgré la réalité. Enquêtant désormais sur un meurtre, les policiers doivent absolument traduire le coupable devant la justice. Une semaine après le signalement de la disparition de la victime, ils obtiennent enfin une piste. Le témoin s'est présenté à nous après avoir lu la presse. Il avait été contacté par un individu la nuit de la disparition de Larry Weaver. Cet individu l'a appelé pour lui demander s'il était intéressé par l'achat d'une Harley Davidson. Il m'a demandé si je voulais cette moto. J'ai répondu oui. Le témoin livre un nom aux enquêteurs. Lorenzel Coleman. Lorenzel Coleman. Oui. J'ai vérifié sur les réseaux sociaux. C'est bien son nom. Il a rencontré le suspect quelques heures après le vol de la moto. Donc, vous le retrouvez à Howardville à 6 h du matin et il a la moto. La moto était à l'autre bout de la rue, loin du point de rendez-vous. Le témoin a indiqué qu'il y avait 2 hommes et une femme. Il a vite réalisé que Lorenzel ne dirigeait pas les opérations. Il y a donc 3 personnes potentiellement impliquées. Lorenzel Coleman, un autre homme et une femme. Le témoin a négocié avec l'autre homme, pas avec Lorenzel. Ce n'est pas Coleman qui gérait l'affaire, parce que j'ai négocié pendant une vingtaine de minutes avec l'autre gars. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais moyen. Alors j'ai décidé de ne pas acheter la moto. Le témoin nous a précisément décrit une Harley Davidson noire de 2013. Elle correspondait en tout point au véhicule que nous recherchions. Le témoin confirme également que les 3 individus sont repartis à bord d'un pick-up Chevrolet Avalanche noir, identique à celui apparaissant sur les images de vidéosurveillance. C'est une grande avancée dans l'enquête. On a envoyé des hommes à la recherche de Coleman pour lui parler et l'interroger à propos du vol de la moto. Il n'y a personne à l'adresse du suspect. Les enquêteurs vont toutefois y faire une découverte déterminante. En face, une Chevrolet Avalanche noire. Ils relèvent immédiatement l'immatriculation du véhicule. Les enquêteurs ont entré l'immatriculation dans la base de données et il est apparu que le véhicule appartenait à Elsie Coleman. Elsie était la sœur de Lorenzel. Elsie est-elle la femme qui accompagnait son frère et l'autre individu durant la tentative de vente de la moto? Les enquêteurs apprennent également qu'elle est mariée à un certain Ronnie Robinson. Serait-il l'inconnu que le témoin a rencontré? Le témoin nous a dit que Lorenzel était accompagné de 2 autres personnes. D'après nous, il était plus que probable que ces personnes soient Elsie et Ronnie. Les 3 individus ont un casier judiciaire chargé. Lorenzel Coleman a été interpellé à Charleston, dans le Missouri, à une vingtaine de kilomètres de Sykeston. Elsie Coleman et Ronnie Robinson ont été arrêtés chez eux et placés en garde à vue. Lorenzel, je m'appelle Chris Hemsley.
Je suis inspecteur de police du comté de New Madrid. Voici Bobby Sullivan, c'est mon collègue. On nous a demandé de vous interroger sur un vol de moto et surtout sur l'enlèvement et le meurtre de son propriétaire. Lorenzel prétend ne rien savoir de Larry Weaver ni de sa moto. Donc vous n'étiez pas dans le pick-up? Non. Coleman a tout nié en bloc. Puis on lui a indiqué qu'on avait des images du véhicule de sa sœur et de la remorque transportant une moto. Je pense qu'à ce moment, il a parfaitement compris qu'il se trouvait au pied du mur. Les enquêteurs indiquent à Lorenzel que les données GPS de son téléphone le placent au même endroit que le pick-up. On a toutes les données de votre téléphone. On a une géolocalisation claire depuis le moment où vous avez quitté le motel à Sikeston pour prendre la Nationale 60 en direction de Matthews. Il y a un GPS dessus. Oui, Ah ouais? tout à fait. Un système de géolocalisation. On sait même où et quand le téléphone a été utilisé pour la dernière fois. On veut des réponses. Vous parlez de quel téléphone? Le vôtre. Tous les téléphones ont des GPS? Exact. Oui. On parle d'une affaire très sérieuse. Je comprends. Et vous comprenez, Que je suis là pour ça. on vous offre la chance de nous dire ce qui s'est passé. Racontez-nous. Le vol a mal tourné? Lorenzel craque et admet que le trio a volé la moto de Larry Weaver et essayé de la vendre. Il a vu la moto, elle était sur le parking. Quelle marque? Une Harley, Quelle couleur? noire. Coleman nous a indiqué qu'après avoir quitté Sikeston, ils se sont arrêtés dans une épicerie à Portageville, avant de se rendre dans une station de lavage de voitures. Lorenzel continue de nier le meurtre et refuse de dire qui en est responsable. On veut savoir ce qui s'est passé. Si je savais, je vous le dirais. L'inspecteur Nelson décide de se pencher sur Ronnie Robinson. Il refuse de parler. On l'a installé en salle d'interrogatoire pour discuter avec lui. Il nous a immédiatement dit qu'il n'avait rien fait et qu'il n'était pas sur place. Il niera toute implication dans l'affaire et prétendra ne s'être jamais rendu à Portageville. C'est un criminel endurci. Ce genre d'individu n'est pas vraiment du style à coopérer. De son côté, l'inspecteur Dees interroge Elsie Coleman pour en savoir plus. J'ai pas envie de parler. Je sais même pas pourquoi je suis là. J'ai rien à dire. On n'a même pas commencé. Et je veux pas commencer. D'accord. J'ai rien fait. Elsie Coleman a demandé à voir son avocat et s'est murée dans le silence. Lorenzel Coleman indique que le trio s'est rendu dans une épicerie à Portageville après avoir volé la moto. Ce que nie Robinson. S'il y a des caméras dans le magasin, alors elles pourraient permettre de découvrir la vérité. On est parti à la rencontre du gérant du magasin en espérant qu'il aurait des vidéos de l'extérieur à nous montrer, car elles nous permettraient d'avoir des images du pick-up et de la remorque, de déterminer la présence de la moto et d'obtenir des images des occupants du véhicule. Malheureusement, il n'avait que des caméras intérieures. Une des caméras couvre l'entrée du magasin. Les enquêteurs espèrent que les images leur permettront de découvrir la vérité et de confondre les suspects. Ils rembobinent les bandes et appuient sur lecture. À 5h04, ils ont leur réponse. On a vu Robinson entrer dans le magasin. On n'en croyait pas nos yeux. On détenait une preuve indiscutable.
On le voit entrer dans le magasin, t-shirt foncé, short, tongs et casquette. Il n'a pas l'air de paniquer, ni d'être pressé. Il se présente à la caisse avec un spray anti-moustique. Il prend le temps de s'en pulvériser sur la peau en attendant de récupérer sa monnaie. Les enquêteurs n'attendaient pas de telles images. Robinson a menti. Robinson était sur la vidéo, donc dans le magasin, donc à Portageville. Nous l'avions, il était fait. Nous allions donc en profiter et continuer sur notre lancée pour clore l'enquête. Robinson refusant de parler, les enquêteurs vont exercer leur pression sur Elsie et Lorenzel. Et très vite, Elsie craque. Elle avoue que son époux lui a demandé de la couvrir et de rejeter la culpabilité sur Lorenzel. Robinson a demandé à Elsie Coleman de mémoriser une version des faits inventés de toutes pièces et de la réciter lors des interrogatoires et du futur procès. Elle a indiqué que Robinson était le cerveau de cette affaire et que c'est lui, et lui seul, qui a assassiné Larry Weaver de ses mains. Elle ne voulait pas que son frère subisse les conséquences du crime de son mari. Elle nous a raconté ce qui s'est vraiment passé. À un moment, alors qu'on roulait sur une route de campagne, il s'est arrêté et a éteint les phares. Il est descendu de la voiture en laissant la porte ouverte et il lui a sauté dessus. Qui a sauté sur qui? Mon mari a sauté sur le gars. Il l'a tabassé, puis il l'a amené dans les champs. Peu de temps après, il est revenu prendre une corde dans la voiture. Il s'est absenté quelques minutes. Il est revenu, il est monté dans le pick-up et on est parti. Lorenzel décide lui aussi de passer aux aveux. Sa déposition correspond à celle de sa sœur. Grâce à ces deux témoignages, les enquêteurs parviennent à reconstituer ce qui s'est réellement passé. Le 26 juin 2016, les trois criminels décident de voler une moto. Lorenzel a déclaré qu'ils sont passés devant le motel et ont vu la moto de Larry Weaver sur le parking. Ils ont décidé de la voler. Mais ils ne s'attendent alors pas à voir surgir son propriétaire. Ils passent à l'action à 2h30. Ils entrent dans le parking et chargent la moto sur la remorque. Larry Weaver sort de sa chambre et saute sur la remorque, alors que Ronnie Robinson démarre pour quitter le parking et se diriger vers la Nationale 60. Sur la vidéo où l'on voit le pick-up quitter le parking, Larry se tient à la remorque, bien décidé à récupérer sa moto. Alors que le véhicule roule, M. Weaver parvient à atteindre le plateau du pick-up. Robinson arrête le véhicule pour se débarrasser de Larry Weaver. Monsieur Weaver se trouvait à l'arrière du pick-up et Robinson l'a roué de coups de poing. Monsieur Weaver est tombé au sol. Il a essayé de le repousser et a demandé à son agresseur d'arrêter de le frapper. Mais Robinson a continué. Robinson l'a ensuite traîné dans les champs pour le frapper encore. Il va revenir prendre des cordes dans le véhicule pour retourner dans les champs, puis réapparaître seul plus tard. Il s'arrête à l'épicerie de Portageville, achète du spray anti-moustique et fait de la monnaie pour laver le pick-up et effacer toutes les preuves potentielles. Le 6 juillet 2016, les trois individus sont placés en détention pour le meurtre de Larry Weaver. Lorenzel Coleman a plaidé coupable de complicité de meurtre. Il a été condamné à 13 ans de prison. Elsie Coleman a également plaidé coupable de complicité de meurtre et a écopé d'une peine de 10 ans. Robinson refuse de plaider coupable. En juillet 2018, il est condamné à la perpétuité pour meurtre.
Robinson ne pourra prétendre à la conditionnelle qu'en 2062. Il aura 96 ans. Encore aujourd'hui, les proches de Larry sont en deuil, mais son souvenir restera à jamais gravé dans leur mémoire. Je pense à mon ami en permanence. Gina m'a offert une partie des cendres de Larry. Et dès que je pars en virée, je les prends avec moi. Ils m'accompagnent partout. Avec le recul, je suis reconnaissante d'avoir rencontré Larry. Il m'a enrichi. Il a redonné un sens à ma vie. J'avoue qu'il me manque énormément. J'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Je chérirai toujours mes souvenirs avec lui et je remercie le destin de l'avoir mis sur ma route.